bien plus gros que sa proie et doté de dents bien plus aiguisées. Ce dessin est une évocation de la vie dans la mer cambrienne. Le plus grand organisme de cette reconstitution est un Sydneya qui pouvait atteindre la taille de 20 cm. Les chercheurs ont retrouvé un trilobite entier dans le canal alimentaire d'un Sydneya qui l'avait avalé. Le Sydneya était-il aussi responsable des marques en forme de W retrouvées sur le dos des trilobites? Les premiers fossiles de Sydneya ont été découverts il y a plus de 80 ans. Mais la façon dont ils se nourrissaient de leur proie est longtemps restée un mystère. Nous connaissons aujourd'hui son comportement de chasseur grâce aux travaux du docteur David Burton, directeur du Muséum de paléontologie d'Oslo. On suppose que le Sydneya nageait dans l'eau, sur le dos. Mais lorsqu'il se trouvait sur le fond, il y plantait ses griffes et rampait dans la boue. Ses membres antérieurs, très actifs, rapportaient tout ce qu'il trouvait sous lui, des petits coquillages et sûrement des vers. Il était capable d'écraser les coquilles à l'aide d'un dispositif semblable à un casse-noix au bout de ses membres. Ensuite, lorsqu'elle était cassée et déchiquetée, il portait à sa bouche la proie trouvée dans le sol. Était-il capable d'imprimer la marque de morsure trouvée sur les trilobites? Non, je ne pense pas. En fait, le Sydneya n'avait pas de mâchoire. Il pouvait seulement avaler d'un coup les très petits trilobites ou écraser des petits coquillages. Mais il n'avait pas de mâchoire pour mordre vraiment. Si ce n'est pas le Sydneya qui a blessé le trilobite, quelle sorte d'organisme était capable d'une telle morsure? Cette image nous fournit quelques indices sur l'identité du mystérieux carnivore. L'un d'eux est cette méduse. Les chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié d'énormes quantités de fossiles ramenés de Burgess Shale. Le docteur Conway Morris avait pour mission d'analyser un fossile qui, à première vue, paraissait être celui d'une sorte de méduse. Mais il a remarqué que ce fossile n'avait pas la structure d'une méduse normale. Il présentait autour d'un orifice central des saillies dures en forme de dents. C'est une espèce de méduse très particulière qui ressemble à une tranche d'ananas. En effet, ce spécimen présente en son centre une cavité et il n'existe pas aujourd'hui de méduse ressemblant à cela. Nous avons imaginé que d'une manière ou d'une autre, cette créature était capable de se placer au-dessus de sa proie et d'y planter ses dents qui se serraient en convergeant vers le centre. La méduse pouvait donc être l'assassin de nos trilobites. À l'époque où le docteur Conway Morris était arrivé à cette conclusion, son confrère, le docteur Derek Bridge, s'intéressait, lui, à un autre fossile. Ce fossile a été baptisé Anomalocaris, ce qui signifie « étrange crevette » parce qu'il devait, pensait-on, correspondre à la queue d'une créature ressemblant à une crevette. Une centaine de ces fossiles ont été trouvés et, curieusement, aucun n'avait de tête. Le docteur Bridge a commencé à se demander si l'hypothèse de la queue de crevette n'était pas une mauvaise base de raisonnement.
S'il s'agissait bien d'une queue de crevette, on devrait y trouver la trace d'un appareil digestif. Mais rien de tel n'apparaissait dans le fossile. Le docteur Bridge a pensé qu'il pourrait s'agir non pas d'une queue, mais de la patte d'un autre organisme. C'est ainsi qu'il imagina une créature semblable à un mille-pattes, un énorme mille-pattes qui aurait été capable d'attaquer un trilobite. Mais à part les pattes, ni le corps, ni aucune structure portant une bouche n'ont pu être trouvés parmi les fossiles. Cette hypothèse est donc restée au point mort. Évidemment, nous étions extrêmement intrigués. Où donc était le corps auquel tous ces appendices appartenaient? Et puis, un jour, à la fin de l'année 82, j'ai reçu un coup de téléphone de Harry Whittington. Il m'a dit qu'il avait trouvé le corps d'Anomalocaris. Bien sûr, j'étais surexcité. Nous l'avions cherché pendant si longtemps. C'était un fossile qu'il n'avait pas sorti de son tiroir depuis un bon moment. Un jour, le docteur Whittington a décidé de le ressortir et de le réexaminer. Certes, cela ressemblait bien au corps d'une créature, mais l'empreinte du fossile était si peu précise qu'il avait peine à comprendre de quel type d'organisme il s'agissait. Il a gratté la surface du fossile et il a vu apparaître une forme tout à fait inattendue. C'était quelque chose qui ressemblait à la queue d'une sorte de crevette. Mais il a aussi découvert autre chose. À côté de l'espèce de queue de crevette, il y avait une structure semi-circulaire. C'était un morceau du fossile que l'on croyait être une méduse. Et toujours sur le même morceau de pierre, en bas à gauche, on voyait l'extrémité d'une autre queue de crevette. Le docteur Whittington s'est dit que ces trois spécimens n'étaient peut-être pas trois fossiles différents, mais trois parties d'un même organisme. Il s'est risqué à formuler l'hypothèse que le fossile en forme de méduse pouvait être la bouche de l'organisme et les fossiles en forme de queue de crevette, ses tentacules. Cet organisme énigmatique, véritable anomalie, a été baptisé lui aussi Anomalocaris, comme ses tentacules en forme de crevette. En 1991, un chercheur canadien, le docteur Desmond Collins, a découvert un nouveau fossile d'Anomalocaris. On voyait clairement deux tentacules qui partaient de la tête de ce fossile, exactement comme le docteur Whittington l'avait imaginé. Et les éléments qui ressortaient à la base des tentacules devaient être ses yeux. Sur un autre fossile découvert au même moment, apparaissait très nettement la forme de ce qui pouvait être la queue de l'organisme. On avait enfin devant les yeux l'image du corps tout entier du mystérieux Anomalocaris. Il pouvait atteindre 60 cm de long. C'était le plus grand organisme de la période cambrienne. Il avait 14 paires de nageoires sur le corps. Ce qui étonnait le plus le docteur Whittington était sa bouche ronde. Que pouvait bien manger l'Anomalocaris avec cette bouche-là? Si la bouche s'ouvrait et se fermait sur un plan vertical ou horizontal, elle pouvait fonctionner. Mais dans ce cas-là, pourquoi était-elle circulaire? Il devait bien y avoir une raison. D'un autre côté, si la bouche s'ouvrait et se fermait comme le diaphragme d'un appareil photographique, cela devait lui rendre la mastication fort difficile. Dans un cas de ce genre, la démarche habituelle est de comparer avec ce que l'on connaît d'approchant chez des animaux vivants. Mais là, vraiment, il n'y avait rien de similaire.
Ce qui nous a semblé le plus probable, c'est que cette bouche pouvait s'ouvrir en s'écartant vers l'extérieur, puis se refermer. Le docteur Wintington croit que l'Anomalocaris était un carnivore qui capturait ses proies à l'aide de cette bouche tellement singulière. Comment l'Anomalocaris nageait-il et comment capturait-il ses proies? Nous avons construit une maquette suivant les résultats des recherches du docteur Wintington et de ses collaborateurs. La structure de la bouche a elle aussi été fidèlement reconstituée. Et l'installation d'une commande à distance nous a permis d'actionner de loin les 14 paires de nageoires. Quatre mois après notre première visite, nous avons apporté au Dr Wintington la maquette finalisée. C'était la première fois que les chercheurs voyaient un modèle d'Anomalocaris en 3 dimensions. Il est probable qu'il arrivait à l'Anomalocaris de s'attaquer à des trilobites. Pouvait-il laisser une marque de morsure en forme de W sur un trilobite? Nous avons décidé de le découvrir en lui faisant réellement mordre un modèle de trilobite dans un simulacre d'attaque. Nous avons pensé à un angle de ce type. Oui, je suis d'accord. Oh, il mord, c'est fait. Oui, oui, c'est bien en gros la même marque. Ici, il manque un morceau, mais là, la forme de la morsure n'est pas très différente. Non, il y a une possibilité de forme en W. Oui, c'est plausible. Et si on essayait avec un angle différent, comme ceci? Vous voyez qu'on peut obtenir une marque beaucoup plus nette, comme celle-ci. La morsure a laissé une trace en forme de W parfaite. Il ne fait aucun doute que le coupable qui a laissé les marques de blessures sur le dos des trilobites était l'Anomalocaris. L'Anomalocaris était-il bon nageur? Ces 14 paires de petites nageoires, les unes à côté des autres, sont aussi une autre de ses caractéristiques. D'après le docteur Wintington, en se déplaçant, sans produire trop de vibrations dans la couche supérieure de l'eau, l'Anomalocaris pouvait s'attaquer aux organismes qui vivaient dans les fonds sous-marins. L'avantage d'avoir de nombreuses nageoires de chaque côté du corps lui donne un moyen anatomique lui permettant de moduler à son gré sa direction et sa position et donc d'ajuster la précision de l'attaque. Il peut aussi se propulser vers l'arrière en inversant le mouvement de ses nageoires. Comme les griffes ne peuvent être lancées en avant, elles sont toujours dans cette position. Ainsi, quand l'animal devait saisir une proie, il lui fallait l'attraper en reculant. Et le modèle a vraiment reculé. C'est une démonstration très concluante. Les mers du Cambrien ont donc vu naître ce terrible carnivore, l'Anomalocaris
avec sa bouche puissante et son mode de propulsion supérieur. On suppose qu'un des facteurs qui a précipité l'explosion cambrienne de l'évolution a été l'apparition de prédateurs comme l'Anomalocaris. Les 5 yeux que l'Opabinia avait au sommet de la tête devaient lui servir davantage à guetter les prédateurs qu'à trouver à manger. L'Opabinia devait être capable de repérer son ennemi, puis de s'enfuir à toute vitesse. D'où la nécessité de ses multiples yeux. Quant à la Lucigenia et au Vivaxia, ils se sont dotés d'un corps couvert de pointes aiguisées. L'une de leurs meilleures défenses était la fuite. Diverses façons de nager ont d'ailleurs été répertoriées. Certaines créatures se sont équipées de nageoires à la base de leurs pattes, ce qui leur a permis à la fois de marcher et de nager. Les animaux ont choisi entre 2 façons de se tortiller pour nager, remuer le corps latéralement de droite à gauche et de gauche à droite, ou onduler de haut en bas. Les animaux qui se nourrissaient d'organismes plus petits ont dû à leur tour se protéger des prédateurs plus gros qu'eux. Pour certains, la solution a été de s'enfoncer dans le sol boueux des océans. Afin de se protéger et d'assurer la survie de leur descendance, les créatures du Cambrien ont exploré tous les chemins ouverts à la vie. De tous les organismes pourchassés par l'Anomalocaris, le Picaia semble être le plus faible. C'est pourtant, pensent les spécialistes, l'ancêtre de la lignée dont nous faisons partie, nous, les hommes. Le Picaia n'a pour se défendre ni coquille de protection, ni piquant. Au moment où les divers organismes ont choisi leur forme, quelle structure le Picaia a-t-il adopté? Un organisme très proche du Picaia vit toujours dans la mer, près des côtes de Floride, aux États-Unis. Lorsqu'on ramasse et qu'on filtre le sable du sol marin, un petit organisme surgit. C'est un Amphioxus. L'Amphioxus se nourrit en aspirant l'eau et la matière organique qu'elle contient. Puis il la filtre à travers les fentes de son pharynx. Il n'a ni œil ni dents. Mais l'Amphioxus est équipé d'une structure originale, un élément blanc qui court tout le long de son corps, appelé corde dorsale. Cet axe rigide a pour fonction de lui soutenir le corps lorsqu'il se tortille pour nager. Le docteur Conway Morris a découvert que le Picaia possède lui aussi une structure semblable à celle de l'Amphioxus. Cet élément en forme de barre qui parcourt le corps du Picaia est une corde dorsale. C'est le principal atout de notre animal. Le Picaia devait se servir de sa corde dorsale comme d'une colonne vertébrale lorsqu'il se tortillait pour nager. Je crois que le Picaia a évolué vers un organisme proche du poisson. À partir du poisson, l'évolution a inventé les amphibiens qui, de nos jours, sont représentés par exemple par les grenouilles et les salamandres. Les amphibiens ont envahi la terre ferme au Dévonien. Ensuite sont venus les reptiles et les mammifères. Si le Picaia n'avait pas survécu, s'il s'était éteint, il n'y aurait jamais eu de mammifères, ni d'êtres humains.
Aujourd'hui, des animaux aux formes très diverses peuplent la Terre. Nombre d'entre eux ont un point commun, une colonne vertébrale que l'homme possède également. Si nous remontons le cours du développement de la colonne vertébrale, nous arrivons à la corde dorsale du Picaya. La corde dorsale du Picaya a été la base de la création de tous les vertébrés. Pendant le Cambrien, presque tous les organismes qui existent encore aujourd'hui sont apparus. Le Canadaspis a choisi pour sa part un squelette externe qui lui recouvre tout le corps. Aujourd'hui, les araignées, les crabes et les insectes sont les héritiers de cette structure. L'Opabinia, en revanche, avec ses 5 yeux et son appendice semblable à une trompe d'éléphant, s'est éteint. Il n'a pas réussi à créer une descendance viable. Sa morphologie caractéristique a disparu de l'histoire de l'évolution. Les organismes qui vivaient au Cambrien témoignent d'une véritable explosion des espèces. Mais beaucoup d'entre eux se sont éteints à cette période. On ne peut les rattacher à aucun des embranchements animaux représentés aujourd'hui. Quel a donc été le sort d'Anomalocaris, le plus grand, le plus puissant, l'invincible roi de la mer qui a régné sur la faune de Burgess? On a retrouvé les fossiles d'Anomalocaris bien au-delà du schiste de Burgess, dans de nombreuses régions du monde, jusqu'en Chine et en Australie. Une telle dispersion montre l'étendue de la zone de domination de l'animal. Sa bouche si étrange était-elle la clé de son pouvoir? Le docteur Naoki Suzuki de l'école de médecine de l'université de Jikei a mis au point une méthode fondée sur l'examen au rayon X pour étudier la structure interne d'un fossile sans le détruire. Nous avons demandé au docteur Suzuki d'étudier encore plus en détail l'Anomalocaris. Ce que vous voyez maintenant sur l'écran est un plan situé à 1 mm à l'intérieur de la bouche. Regardez attentivement au centre, vous remarquerez qu'il y a une autre structure sous celle de la bouche. Une analyse encore plus poussée nous a révélé que cette deuxième structure était constituée de 3 plaques. Le docteur Suzuki pense que ces plaques se fermaient quand les dents extérieures s'ouvraient et qu'elles s'ouvraient quand les dents se refermaient. Avec ce dispositif ingénieux, la bouche de l'Anomalocaris est dessinée de façon à ne jamais laisser échapper la proie qu'elle a saisie. Les vertébrés, y compris l'homme, bougent les mâchoires à la verticale pour mordre. Les familles d'insectes, de crabes, de crevettes les actionnent à l'horizontale. Dans un cas comme dans l'autre, la proie est attrapée en bougeant les mâchoires dans un seul plan. L'Anomalocaris, lui, capture ses proies dans un angle de 360 degrés en les ramenant vers le centre de la bouche. La coordination des mouvements des 2 jeux de mâchoires fait que la proie est écrasée sans pouvoir s'échapper, puis avalée. C'est un dispositif d'une efficacité redoutable. La structure de la bouche de l'Anomalocaris était bien plus remarquable que celle de l'homme. Avec cet instrument exceptionnel, l'Anomalocaris a continué à dominer les mers. Dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, on a aussi trouvé des fossiles d'Anomalocaris.
Ce gisement a 10 millions d'années de moins que le schiste de Burgess. Les fossiles ont été mis à jour par hasard lors de fouilles réalisées par des amateurs. C'étaient les derniers Anomalocaris fossiles. On n'en a jamais découvert dans des gisements plus récents. À cette époque, il n'y a aucune transformation globale de l'environnement. Le climat chaud a persisté pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Il devait donc y avoir une abondance d'organismes nourriciers. On n'a pas encore trouvé la preuve de l'apparition d'un rival plus puissant à l'Anomalocaris. La raison de sa disparition demeure mystérieuse. Si l'on recommençait le parcours de l'évolution, obtiendrait-on les mêmes résultats? Non, sûrement pas. Des organismes qui n'ont pas survécu survivraient peut-être. Il doit y avoir une part de chance qui joue. Mais nous ne savons pas comment le facteur chance intervient. L'Anomalocaris a prospéré pendant près de 20 millions d'années, 100 fois plus longtemps que la lignée humaine. Et pourtant, sa structure exceptionnelle n'a été transmise à aucune créature vivante aujourd'hui. Elle est perdue à jamais pour l'histoire de la vie sur Terre. À la suite d'un enchaînement de circonstances restées obscures, le Pikaia, que l'Anomalocaris pourchassait, a lui, fort heureusement, réussi à laisser une descendance dont l'évolution a probablement conduit à l'homme. « 530 millions d'années après le Cambrien, aujourd'hui, nous, les hommes, les descendants des Pikaia, commençons seulement à tirer les enseignements de la multiplication des espèces qui a marqué cette période. Certains organismes du Cambrien restent toujours très mystérieux. On découvre encore actuellement des fossiles de créatures bizarres dans le schiste de Burgess. Le schiste de Burgess est sans aucun doute le gisement fossilière le plus important du monde. Il nous montre d'autres voies explorées par la vie que celles qui se sont développées jusqu'à nos jours. Ces organismes ressemblent souvent à des créatures de science-fiction. Mais ils ont réellement existé. Et il y en a peut-être eu d'autres que nous pouvons seulement imaginer. Un membre de l'équipe, Andrew, a trouvé quelque chose. Où est Matt? Matt, viens ici une seconde. Regarde les yeux de ce machin. Il a des yeux? Oui, de grands yeux. Des yeux énormes, de très gros yeux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Celui-ci, je ne l'avais encore jamais vu. Alors, ça s'appelle comment? Je crois que c'est un... C'est toi, Andrew, qui l'a trouvé? Oui. Alors, je crois que c'est un Andrewsaurus. Le schiste de Burgess s'étend en flanc de la montagne sur une dizaine de kilomètres. Seule une petite partie du gisement a été fouillée. Nous sommes, nous, les êtres humains, l'aboutissement d'une des innombrables possibilités qu'a inventé la vie sur la Terre. Les créatures du Cambrien qui reposent dans ces montagnes
depuis plus de 500 millions d'années, nous l'ont appris, par-delà l'abîme du temps géologique. Les dinosaures étaient de grands animaux, dotés d'une taille et d'une force exceptionnelles. Pourtant, ils ont disparu. La fin de leur règne reste un mystère. Dans le hall d'entrée du musée d'histoire naturelle de New York se tient un impressionnant barosaure. Le barosaure, dont le nom signifie lézard lourd, mesurait 27 mètres de long et 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Cet énorme reptile herbivore vivait il y a 150 millions d'années à une époque appelée Jurassique. En ce temps-là, d'épaisses forêts d'arbres géants dont la cime pouvait s'élever jusqu'à 100 mètres couvraient la terre. Les barosaures vivaient dans cette forêt et se nourrissaient de feuilles. Les reptiles n'étaient pas seuls à dépendre des plantes pour leur survie. Toute la chaîne alimentaire partait des végétaux. Et lorsque le monde végétal se transforme, le monde animal est directement affecté. C'est pourquoi l'évolution des plantes a joué un rôle déterminant dans la prolifération puis dans l'extinction des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu après avoir régné sur le monde pendant 150 millions d'années ? Les chercheurs explorent une voie nouvelle qui découle de cette simple constatation. L'évolution des dinosaures en taille et en espèces de plus en plus différenciées se produisait alors que simultanément les plantes subissaient elles-mêmes de grands changements. Cette transformation du monde végétal semble être la clé du mystère qui entoure la grandeur et la décadence des dinosaures. Dans l'histoire de la vie hors de l'eau, l'apparition des plantes a toujours précédé celle des animaux. Il y a environ 400 millions d'années, la végétation a commencé à apparaître sur les rivages de la mer originelle. À cette époque, la vie sur Terre n'était que végétale et aucune créature ne se mouvait sur le sol. Les plantes, au bord de l'eau, se sont mises à pousser. Elles ont grimpé jusqu'à 30 mètres pour former des forêts gigantesques. Pendant ce temps, les amphibiens, ancêtres communs des dinosaures et des mammifères comme l'homme, sont sortis de l'eau pour s'enfoncer dans les forêts qui étaient sur la Terre. 50 millions d'années seulement, après avoir planté leurs premières racines dans la Terre, les plantes, de plus en plus luxuriantes, avaient créé le décor dans lequel allaient évoluer les premiers animaux. Ces arbres, qui atteignaient déjà 30 mètres de haut, appartenaient comme les fougères au groupe des ptéridophytes, c'est-à-dire au groupe des plantes qui n'ont ni fleurs, ni fruits, ni graines et qui ne peuvent prospérer qu'en terrain humide.
les ptéridophytes comme les fougères se reproduisent grâce à des spores. Pour naître comme pour croître, ces arbres primitifs avaient un besoin vital d'être au bord de l'eau. Il faudra attendre longtemps pour que la végétation pénètre à l'intérieur des terres. L'endroit où vivaient les animaux était étroitement lié à la présence des plantes confinées aux rivages et aux zones humides. Cette région de l'Arizona, Badland, mauvaise terre, est une immense étendue de sable et de rochers. On trouve dans cette terre aride les fossiles de végétaux qui poussaient là quand cette terre était riche en eau. Un arbre géant de près de 20 mètres de long, avec un tronc large de 2 mètres, gît comme un témoignage oublié de ces temps révolus. À la différence des ptéridophytes, cet immense arbre était généré par du pollen et des graines. C'est un fossile végétal vieux de 320 millions d'années. Sa graine circulaire est clairement visible. À la différence des spores, les graines peuvent survivre longtemps sur des terres arides. Elles attendent la pluie et se mettent à germer dès qu'elles sont touchées par la première goutte d'eau. Les plantes ont commencé à évoluer vers un type absolument nouveau, celui des gymnospermes, dont les descendants sont aujourd'hui les conifères et les gingos. Les gymnospermes ont créé un cycle de reproduction différent. Ils ont inventé la pollinisation par le vent. Au lieu de voyager dans l'eau, leur pollen se répand dans l'air. Et c'est le vent qui transporte le pollen jusqu'aux ovules qu'il féconde. Les végétaux pouvaient désormais se reproduire sans l'intermédiaire de l'eau. Cette révolution s'est faite il y a 230 millions d'années pendant la période du Trias. À la même époque, des grands mouvements terrestres ont modifié la carte des continents. Le supercontinent appelé Pangée a commencé à se fracturer. La violente activité volcanique qui agitait alors la Terre a fait monter une importante quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, 4 à 8 fois plus importante qu'aujourd'hui. C'était un environnement idéal pour les plantes qui, par l'action du soleil, assimilent le carbone et rejettent l'oxygène. Cet enrichissement de l'atmosphère en carbone et l'apparition simultanée des gymnospermes résistants à la sécheresse ont permis aux forêts géantes de quitter les rivages pour se répandre sur tout le continent. Après l'apparition des gymnospermes, le continent nord-américain ressemblait probablement à cette forêt californienne de séquoias géants. Les conifères montaient déjà à plus de 100 mètres. À mesure que la frondaison s'épaississait, les arbres se développaient vers le haut pour déployer de nouvelles feuilles destinées à capter la lumière solaire. La Terre, qui jusque-là était exposée à la lumière directe du soleil, s'est retrouvée grâce aux arbres recouverte de zones ombragées. Les arbres géants, profondément enracinés, maintenaient une grande humidité, ce qui permettait aux fougères et aux mousses de pousser sur le sol humide des sous-bois. Les premiers herbivores sont apparus dans ces forêts luxuriantes. Les premiers reptiles ont ouvert la voie qui ont conduit aux lézards et aux crocodiles d'aujourd'hui. D'autres se sont recouverts de poils et ont acquis des caractères qui annonçaient les mammifères. C'est parmi ces herbivores qu'apparurent les premiers dinosaures.
Cet Heterodontosaurus vivait au Trias il y a 225 millions d'années. Il ne possède pas les dents aiguës des carnivores et on pense qu'il est apparu parmi les premiers dinosaures qui ne se nourrissaient que de plantes. Mais contrairement à l'image la plus répandue des reptiles géants, cette créature ne mesurait que 80 cm de long et 40 cm de haut. Ces petits dinosaures ne pouvaient se nourrir que de fougères et de mousses qui poussaient près du sol. Au-dessus d'eux prospéraient les feuillages denses et épais des arbres géants. C'était un vaste pâturage suspendu qu'aucune créature ne pouvait atteindre. L'augmentation de la taille des dinosaures était donc favorisée puisqu'elle permettait d'accéder au feuillage des arbres. Au terme d'une évolution de 50 millions d'années, les dinosaures sont devenus les plus grands animaux sur la Terre. Le règne des dinosaures a donc commencé quand les forêts géantes recouvraient la Terre. Le barosaure mesurait 27 mètres de long et 15 mètres de haut quand il se tenait sur ses quatre pattes. Mais on pense qu'il pouvait se dresser sur ses pattes arrière pour élever sa tête encore plus haut. Les gymnospermes de cette période avaient des feuilles beaucoup plus douces que les conifères d'aujourd'hui. En allongeant leur cou, les barosaures dominaient cette nature jusqu'à ces sommets que ne pouvaient pas atteindre les autres animaux. Ces coups très longs n'ont pu se développer qu'à condition de ne pas avoir une tête trop lourde à supporter. Les sauropodes géants avaient une dentition très rudimentaire. Ils disposaient de dents longues, en forme de peignes étroits, mais ne possédaient pas de molaires pour broyer la nourriture. Comparé à leur corps, leur tête disproportionnée était minuscule. Elle n'était pas plus grande que celle d'un cheval actuel. Et sa constitution était telle qu'elle ne leur permettait pas de broyer une nourriture coriace. Le secret qui leur permettait d'alimenter leur énorme organisme avec leur faible dentition était leur estomac. Les dinosaures végétariens de la période jurassique avalaient des pierres pour les aider à broyer les végétaux. Les sauropodes ne voulaient pas alourdir leur tête, bien entendu. Les dents auraient pesé très lourd. Si les sauropodes avaient dû mastiquer leur nourriture dans leur bouche, ils auraient eu un problème. Cela les aurait obligés à s'équiper d'une mâchoire munie de nombreuses dents, des dents pesantes. Et cela aurait provoqué un problème d'équilibre avec leur long cou. La solution qu'ils ont trouvée, c'était d'avaler des pierres qui tombaient sûrement dans un gésier, en tout cas dans l'estomac, où les pierres se cognant les unes contre les autres, les aidaient à broyer les végétaux. Les pierres dans leur estomac avaient donc pour rôle de broyer des aliments. Les mâchoires des barosaures ne leur servaient qu'à déchirer les feuilles avant de les avaler. En ne développant pas la charge de leur tête, leur évolution leur a permis d'allonger leur cou. Quelle quantité de nourriture pouvaient consommer ces énormes sauropodes ? On ne peut que faire des hypothèses, mais si on se base sur la quantité de nourriture absorbée par une tortue marine géante ou un reptile de grande taille, on peut estimer qu'un seul dinosaure consommait entre 600 kg et 1 tonne de végétaux par jour.
Ces dinosaures passaient d'une frondaison à une autre, dévastant les premières forêts. Et les arbres géants qui couvraient le continent entier assouvissaient leur vorace appétit. Vers la fin du Jurassique, le Seismosaurus, le Brontosaure, le Diplodocus, le Brachiosaure et plus de 10 variétés de sauropodes géants dominaient le continent nord-américain. En même temps, cette période a vu apparaître et évoluer une grande diversité de dinosaures carnivores qui attaquaient les herbivores. Les forêts d'arbres géants nourrissaient donc directement les espèces végétariennes et indirectement tous les dinosaures carnivores du Jurassique. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls animaux dont la vie dépendait de celle des plantes. De nombreux insectes jouaient également un rôle important dans l'exploitation de la forêt. Les insectes creusaient des trous dans les feuilles pour en sucer la sève et manger les grains de pollen dont dépend la reproduction végétale. Les plantes étaient dévorées par une multitude d'animaux végétariens. Les forêts d'arbres géants entretenaient tout l'écosystème jurassique, mais sans en tirer aucun avantage pour eux-mêmes. Pourtant, alors même que les dinosaures de plus en plus grands continuaient à régner, les végétaux ont fait un nouveau pas dans leur évolution. Nous sommes à Westwater, dans l'Utah. Les plantes fossiles, d'un type totalement révolutionnaire à l'époque, ont été retrouvées ici en grande quantité. Ni ptéridophytes comme les fougères, ni gymnospermes comme les pins, la nouvelle forme a des feuilles ovales. Ce nouveau groupe de plantes a réussi une importante percée évolutive qui a bouleversé le monde végétal. Le docteur Peter Crane, biologiste au musée d'histoire naturelle de Chicago's Field, a voulu étudier cette révolution à partir de traces laissées sur les rochers. Les pierres sont lavées dans l'eau à plusieurs reprises. Elles sont ensuite graduellement dissoutes dans un acide léger qui sépare la roche du fossile végétal. Cette plante ne mesure qu'1 millimètre, mais elle a généré une fleur en forme de tulipe. La naissance des plantes à fleurs a été une véritable révolution dans le monde végétal. Au début du printemps, au Japon, les magnolias fleurissent juste avant les cerisiers. La toute première fleur était sans doute l'ancêtre de ces magnolias. En regardant à l'intérieur de la feuille, on aperçoit un minuscule coléoptère doré qui vient tout juste de naître de sa larve. Le docteur Crane pense que l'ancêtre de ce coléoptère a été utilisé dans la reproduction des plantes à fleurs.
Les grains de pollen de la fleur tombaient sur le sol de la forêt comme de la neige. Ces précieuses promesses de vie étaient la nourriture favorite des insectes comme les coléoptères. Un jour, probablement, un peu de pollen est resté sur les pattes d'un coléoptère qui venait juste de finir son repas. C'est ainsi qu'il a été transporté jusqu'à une autre fleur dont la forme et la couleur ont attiré l'insecte en quête de nourriture. La création d'une vie végétale grâce à l'intervention d'un insecte fut le premier apport animal au monde des plantes. Jusque-là, les végétaux ne faisaient que nourrir les autres créatures sans aucune contrepartie. À ce moment précis, une nouvelle stratégie a été mise en place qui a bouleversé le monde des plantes. La forme et la structure des grains de pollen ont évolué pour permettre à une plus grande quantité de pollen de s'accrocher aux insectes. Utiliser les insectes pour le transport des cellules reproductrices était bien plus fiable que de s'en remettre aux caprices du vent. Les plantes, dont la reproduction dépendait de la dispersion dans l'air de grandes quantités de pollen, ont commencé à donner des couleurs flamboyantes aux feuilles qui entouraient leurs étamines. Elles ont rivalisé d'inventions pour séduire les insectes. C'est de cette coquetterie vitale que sont nées les plantes à fleurs ou angiospermes. Après n'avoir été que les pourvoyeuses en nourriture pour les animaux, les plantes, en se dotant de fleurs, ont créé avec les insectes une relation de partenariat. Les plantes à fleurs surgies de cette association s'assuraient un avantage sur les autres types de végétaux. Les angiospermes sont spectaculaires, mais surtout elles réussissent extrêmement bien. À quoi doivent-elles ce grand succès? Il y a plusieurs raisons à cela. La fleur, la transformation biologique de la reproduction, l'interaction avec le monde des insectes sont des raisons importantes de cette réussite. Mais une des raisons est tout simplement la vitesse de leur cycle de reproduction. Les angiospermes poussent plus vite, elles atteignent leur maturité plus rapidement. Les gymnospermes, comme les cèdres et les pins, étaient parvenus à coloniser des terres arides en adoptant la pollinisation par le vent. Mais lorsque le pollen atteignait l'ovule, il fallait encore attendre entre 6 mois et 1 an pour que s'achève le processus de reproduction. Les nouvelles plantes, sur lesquelles s'épanouissaient des fleurs, ont fait un progrès formidable dans ce domaine. Lorsque les grains de pollen atteignent le pistil, ils germent. Et on voit se développer les tubes polliniques. La fertilisation à laquelle nous assistons ici ne dure pas plus de 3 minutes après l'arrivée du pollen. Les plus lentes peuvent durer 24 heures. Dans un coin de la forêt géante, habitée par les dinosaures, les plantes à fleurs et les insectes ont évolué ensemble en s'aidant mutuellement. Bientôt, les plantes à fleurs se sont mises à produire du nectar, une récompense encore plus attirante que le pollen. Alors, de nouveaux insectes suceurs de nectar, comme les abeilles et les papillons, ont pu proliférer. Cette plante s'apparente au gingembre. Seul un certain type d'abeille, dont la langue est longue, est capable d'ouvrir ses pétales. Quand l'abeille pénètre dans la fleur, le pollen se colle à sa tête. C'est ainsi que le pollen voyagera vers d'autres fleurs. En retour, cette abeille est la seule à pouvoir profiter du nectar de cette plante qui reste impénétrable aux autres butineurs. Ainsi, s'établit une curieuse relation de service réciproque entre une plante à fleurs et une espèce d'insecte. Avec la naissance des plantes à fleurs,
les espèces d'insectes se sont multipliées à un taux extraordinaire. La même explosion s'est produite dans la diversification des espèces de plantes à fleurs qui ont rivalisé de créativité pour adopter les tailles et les formes les plus diverses dans le seul but d'attirer les insectes. Au début du Crétacé, les plantes à fleurs sont nées sur le continent nord-américain autour de l'équateur. Elles se sont reproduites rapidement et se sont mises à dominer les régions tropicales en repoussant les gymnospermes, c'est-à-dire les conifères, vers le nord. Les énormes dinosaures dépendaient des forêts de gymnospermes géants. Mais tandis que les plantes à fleurs se multipliaient et se répandaient, les forêts géantes ont commencé à diminuer. Les dinosaures étaient-ils capables de changer d'alimentation pour passer des gymnospermes aux angiospermes? Les plantes ne peuvent pas évoluer sans affecter les animaux dont elles sont la nourriture. Le docteur Carl G. Niklas, biologiste de Cornell Université, a étudié la diversification puis le déclin des espèces d'animaux en relation avec l'évolution des plantes. Il a collectionné plus de 18 000 spécimens de végétaux fossiles ramassés dans toutes les régions du monde et couvrant la période qui va de la première apparition des plantes terrestres jusqu'à la fin de l'ère des dinosaures. Ces fossiles de plantes racontent l'aventure de leur arrivée sur Terre, de l'accroissement de leur taille et de leur expansion vers des terres arides. D'autres fossiles racontent l'histoire des animaux qui semblent évoluer sur la piste des plantes. Le docteur Niklas pense que les bouleversements majeurs dans la végétation pouvaient mettre en péril l'existence même des animaux. Les gymnospermes, par leur nature même, poussent plus lentement et prennent plus de temps pour se reproduire. Elles ont sûrement occupé des milieux écologiquement stables. C'est sûrement dans ces endroits que les dinosaures s'étaient également le mieux adaptés. Mais avec la transformation de la flore, les angiospermes avaient commencé à envahir les forêts et les prairies. Les dinosaures ont eu du mal à se procurer leur nourriture de base, qui disparaissait petit à petit. La transformation du monde végétal a certainement joué un rôle fondamental dans la disparition des dinosaures. Pour le docteur Niklas, les grands dinosaures, nés dans les forêts géantes où ils avaient évolué pour s'adapter aux transformations des gymnospermes, étaient incapables de se nourrir des nouvelles plantes à fleurs qui se sont mises à pousser autour d'eux. Les forêts géantes, qui étaient leur pâturage, diminuant, les dinosaures dont l'appétit nécessitait d'énormes quantités de feuilles souffrirent probablement d'un manque de nourriture. Le docteur Niklas a constaté que les conifères ont commencé à se munir de feuilles plus résistantes et les dinosaures ont eu beaucoup de difficultés à les arracher avec leurs faibles mâchoires. Le déclin des grands dinosaures a coïncidé avec la régression des forêts géantes. Le barosaure, qui régnait sur le continent nord-américain, a totalement disparu il y a 130 millions d'années. Pendant la période jurassique, il existait plus de 10 espèces de grands dinosaures sur le continent nord-américain. Mais au Crétacé, quand les plantes à fleurs ont commencé leur spectaculaire conquête du paysage, toutes les espèces, sauf une, avaient disparu. Le paradis des dinosaures géants du Jurassique était déjà un paradis perdu. North Slope en Alaska. C'est la région polaire la plus méridionale de l'Amérique du Nord. Enfouie sous la neige 10 mois par an.
Vers la fin de l'année, le docteur Ralph E. Taggart et son équipe de l'Université du Michigan sont arrivés à North Slope. Les sédiments de cette région proviennent de périodes postérieures à la naissance des angiospermes. La température moyenne annuelle qui régnait ici était de l'ordre de 7 degrés. L'hiver était sombre et rude, avec des températures avoisinant zéro. Dans cette région froide, on a retrouvé des quantités de dinosaures fossiles. Cette découverte a bouleversé l'idée répandue selon laquelle les dinosaures n'habitaient que des régions chaudes. Le but de la recherche du docteur Taggart est de comprendre pourquoi des dinosaures ont vécu dans un endroit aussi froid. Regarde ça, c'est une autre vertèbre. C'est vraiment étonnant. Au cours de ce dernier voyage, ils ont découvert d'innombrables fossiles, des morceaux de pattes. Le dinosaure découvert en Alaska était végétarien. On l'a nommé Edmontosaurus. Des fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts dans différents sites en Amérique du Nord. C'est un de ces hadrosaures apparus à peu près au milieu du Crétacé. C'était un nouveau type de dinosaure herbivore qui semblait appelé à remplacer les sauropodes de plus grande taille comme le barosaure. Avec un corps long de 13 mètres, il était beaucoup plus petit que le barosaure. Pourquoi ce troupeau d'Edmontosaurus a-t-il été découvert dans un endroit froid comme l'Alaska et non pas dans des régions plus chaudes? L'attention du docteur Taggart a été attirée par les plantes fossiles trouvées dans la même couche sédimentaire. Oh, regardez ça! Des aiguilles de conifères, éparpillées sur le rocher. Il n'y a pas de feuilles du tout, seulement les aiguilles. Non, aucune feuille large. Regarde ces aiguilles, c'est vraiment étonnant. Il y en a des milliers. Il y a dû y avoir de formidables forêts de conifères. Plus de 90% des plantes fossiles découvertes dans ces sédiments étaient des conifères, comme le Metasequoia. En d'autres termes, c'étaient presque toutes des gymnospermes. L'Edmontosaurus se nourrissait donc apparemment de gymnospermes. La végétation s'est transformée, mais si les dinosaures ont eu des problèmes, en ce qui concerne les edmontosaures, ces problèmes n'étaient certainement pas liés à la nourriture. Les angiospermes apparus pendant le Crétacé dans les régions équatoriales chaudes se sont répandus rapidement. Leur prolifération a repoussé vers le nord les gymnospermes, surtout les conifères. Selon le docteur Taggart, l'Edmontosaurus a renoncé au climat tempéré. Il a émigré vers le nord en quête de conifères. L'Edmontosaurus, découvert dans les terres glacées de l'Alaska, a peut-être, tout comme les conifères, été chassé des régions plus clémentes par l'expansion des plantes à fleurs. Nous oublions que les mammifères, aujourd'hui, ne se nourrissent pas d'aiguilles de conifères. Mais nous rejetons l'idée répandue selon laquelle les dinosaures, qui mangeaient des conifères depuis des temps reculés, se seraient soudain mis à manger des angiospermes. Il est certes difficile de dire ce que cet animal pouvait manger. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à la relation entre les plantes et les dinosaures, je reconnais qu'il existait la possibilité qu'en fin de compte, certains types de dinosaures ne se soient pas éteints. L'un des types qui n'aurait pas disparu serait l'hadrosaure, très nombreux au Crétacé. Dans un sens, on peut dire que les dinosaures se sont trouvés piégés en plein milieu d'une révolution biologique, une révolution dans le monde des plantes. Leur disparition découle de cette relation de cause à effet.
Nous sommes à Drumheller, dans l'Alberta, au Canada. Dans cet étrange paysage de sable et de rochers, on a découvert des fossiles datant de la fin de l'ère des dinosaures. La rivière du Cerf Rouge qui coule dans cette région est surnommée fleuve du temps parce qu'elle est entourée de sédiments qui datent des 100 derniers millions d'années de l'âge des dinosaures. Dans son cours supérieur, des fossiles de dinosaures herbivores d'un type nouveau ont été découverts. Ce dinosaure, appelé Tricératops, qui signifie à trois cornes, était l'un des cératopsiens ou dinosaures à cornes, l'espèce la plus nombreuse au Crétacé supérieur. Le Tricératops mesurait 9 mètres de long et à peu près 2 mètres de haut. Quand il baissait la tête, il ressemblait à un rhinocéros. Le Tricératops se nourrissait-il de plantes à fleurs? D'après ce que nous savons de ce groupe d'animaux, ils étaient relativement petits. Ils se déplaçaient en vastes troupeaux très semblables à notre bétail. Tout ce que nous voyons suggère qu'ils se nourrissaient de végétation au ras du sol. Vers la fin du Mésozoïque, durant la période du Crétacé, cette végétation devait être des angiospermes, des plantes à fleurs. Les cératopsiens mangeaient, mangeaient et mangeaient tout en se déplaçant sur leur territoire, épuisant toute la végétation au cours de leur déplacement. La plupart des fossiles de Tricératops ont été découverts dans les régions plus chaudes où les angiospermes proliféraient. C'est pour cette raison que le Tricératops a réussi à s'adapter aux angiospermes. Parmi tous les dinosaures qui ont continué à trouver leur subsistance dans les conifères, un seul s'est montré capable de se nourrir de plantes à fleurs. Pendant que les tricératops prospéraient, les angiospermes avaient commencé à attirer d'autres partenaires que les insectes. Peut-être qu'une nuit, au Crétacé, au pied des tricératops endormis, les mammifères, nos ancêtres, ont commencé à s'activer. Les premiers mammifères avaient à peu près la taille d'une souris. Nos ancêtres mammifères n'avaient pas le beau rôle dans la grande saga de l'évolution. Ils ne se déplaçaient que la nuit pour éviter d'être mangés par les dinosaures. Jusqu'à cette époque, presque tous les mammifères s'étaient nourris d'insectes. Mais ces petits mammifères allaient devenir les nouveaux partenaires des plantes à fleurs. Le docteur Van Baren de l'Université de Chicago étudie les mammifères qui vivaient à l'époque des dinosaures. Le docteur Baren s'intéresse tout particulièrement aux petites dents de mammifères trouvées dans les fossiles. Voici des dents de mammifères du Trias qui se nourrissaient d'insectes. Des dents étroites, en forme d'ongles, plantées plutôt loin les unes des autres. Et voici des dents de mammifères de la fin du Crétacé. Les dents sont devenues plus courtes, elles poussent plus près les unes des autres. Étant donné la prolifération des angiospermes, les petits mammifères en mangeaient certainement, parce qu'ils en trouvaient partout. Et ils pouvaient ainsi disperser les fruits des angiospermes.
C'est le début de l'été sur la péninsule de Noke à Hokkaido, l'île la plus méridionale du Japon. Les buissons d'églantiers sont en pleine floraison. Le fruit commence à se former à partir de la fleur. L'églantier est lui aussi une plante du groupe des angiospermes. Les angiospermes avaient adopté une méthode efficace pour produire leurs graines en s'associant aux insectes. Elles ont continué dans cette voie. Elles ont attiré ceux qui allaient transporter ces graines en leur offrant une nouvelle récompense, un fruit délicieux. Les animaux qui ont mordu à ce fruit sucré sont les mammifères qui crachent les graines en mangeant le fruit ou bien les avalent et les rejettent plus tard dans leurs excréments. Les graines peuvent alors germer loin de la plante mère. C'est ainsi que les plantes immobiles sont parvenues à étendre leur royaume. Le fruit était un excellent aliment pour les mammifères. Il leur apportait des éléments nutritifs sans les obliger à dépenser autant d'énergie que lorsqu'ils chassaient les insectes. Le docteur Yumoto, de l'université de Kobe, fait des recherches sur le terrain, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Il étudie l'interaction entre les plantes et les animaux. Le docteur Yumoto s'est particulièrement intéressé à la relation entre les plantes à fleurs et les mammifères dans les forêts tropicales humides. Voici un petit fruit qui semble avoir été créé pour de petits mammifères comme l'écureuil. Voilà des fruits plus gros, bien adaptés aux chimpanzés et aux autres espèces de singes. Les fruits offrent une grande variété de formes et de tailles. Il y a eu entre les plantes à fleurs et le mammifère des relations privilégiées avec le fruit comme moyen d'échange. Ce fruit géant de la taille d'un ballon de rugby était plus spécialement destiné aux éléphants. Alors, peut-on en déduire que les plantes à fleurs avaient aussi produit un fruit adapté aux dinosaures herbivores? Si les dinosaures avaient su vivre en symbiose avec les plantes, en répandant leurs graines et en contribuant à leur cycle de reproduction, les plantes auraient certainement fait un effort d'adaptation pour produire des fruits plus gros, afin que leurs graines soient plus efficacement dispersées par les dinosaures. Mais rien n'indique qu'il y ait eu une relation de ce type entre le monde des dinosaures et le monde des plantes. Tandis que les angiospermes établissent